Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site professionnel sur WordPress de A à Z en partant de zéro, même si vous êtes totalement débutant. Je vais me concentrer uniquement sur la pratique et aller à l'essentiel afin qu'en moins d'1h30, vous puissiez avoir un site qui ressemble à ça, ou encore à ça, ou même un site comme celui-ci. Pour cela, on va d'abord obtenir gratuitement votre nom de domaine qui sera l'adresse de votre site web. On verra ensuite comment créer des designs modernes avec un outil gratuit qui est hyper simple à utiliser, et on abordera même des notions plus avancées comme le référencement de votre site sur Google, la mise en place de sauvegarde automatique ou encore comment créer un bel affichage sur mobile. À la fin de cette vidéo, vous aurez donc un site dont vous serez fier, qui sera la vitrine de votre activité afin de vous apporter des clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous tapez WordPress sur Google et que vous cliquez sur le premier lien, vous allez atterrir sur ce site wordpress.com, et si vous descendez dans les prix, eh bien vous allez voir que pour avoir une version complète de WordPress et pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez devoir payer 45 $ par mois. Donc ça, c'est vraiment un piège à éviter dans lequel beaucoup de débutants tombent. C'est en fait de passer par le site wordpress.com pour créer notre site, et du coup on se retrouve à devoir payer un abonnement assez cher pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités. Mais en réalité, il existe une option qui permet d'utiliser WordPress gratuitement, d'avoir la version complète qui va nous permettre de créer un site vitrine ou bien un site e-commerce ou bien n'importe quel type de projet. Et pour faire ça, il vous suffit d'installer WordPress sur un hébergeur. Donc en fait, WordPress, l'outil en lui-même va être 100% gratuit. Tout ce qu'on va payer, c'est l'hébergement de notre site pour qu'il soit en ligne. Il existe plein d'hébergements, mais moi, celui que je vous recommande, c'est Hostinger. À l'heure où je fais cette vidéo, c'est selon moi le meilleur rapport qualité-prix. Pour quelques euros par mois, vous allez avoir un hébergement rapide, une interface utilisateur qui est simple à utiliser, et sur le même hébergement, vous allez pouvoir créer jusqu'à 100 sites web. Donc si vous avez pour projet de créer 2 ou 3 sites, vous pouvez tous les créer sur le même hébergement et ça vous reviendra seulement à quelques euros par mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer WordPress sur Hostinger. Si jamais vous voulez choisir un autre hébergement, eh bien ça va rien changer à l'utilisation de WordPress. Donc vous pouvez faire l'installation de votre côté sur un autre hébergeur. Et si comme moi, vous voulez utiliser Hostinger, je vous mets un lien partenaire dans la description et vous pouvez obtenir 10% de réduction avec le code EasyWordPress. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, je suis sur la page d'Hostinger et on va cliquer ici sur commencer. Ici, on a plusieurs formules et honnêtement, la formule premium est largement suffisante pour la plupart des gens. On peut déjà créer jusqu'à 100 sites web. Ce qui est important, c'est d'avoir le nom de domaine qui est gratuit. Donc le nom de domaine, ça sera l'URL de votre site, l'adresse de votre site. Donc c'est ce qu'on voit ici dans la barre à chaque fois et il sera offert la première année. On a le certificat SSL qui permet d'avoir un site sécurisé. Donc ça, si je clique ici, vous voyez que là, je vois la connexion est sécurisée. Eh bien, c'est parce qu'il y a un certificat SSL qui est actif. Donc ça, c'est important quand vous choisissez un hébergeur qui soit inclus gratuitement également. On peut créer une adresse mail, on a des sauvegardes automatiques. Enfin bref, on a tous les services de base pour un hébergement. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Et donc vous pouvez passer par la formule premium, vous voyez, qui est à 2,50 € par mois, au lieu de WordPress.com où là on devait monter à 45 $ si on voulait la version intégrale. Donc ici, je clique sur sélectionner. Et ici, on a la durée d'engagement. Donc 48 mois, je ne vous conseille pas forcément, ça fait une longue durée d'engagement. Par contre, je vous conseille de partir sur minimum 12 mois. Si vous créez un site, il y a peu de chances que vous le laissiez actif seulement un mois. Normalement, vous avez un projet d'entreprise, donc il faut le garder au moins un an. Et plus vous allez vous engager, plus le prix va être dégressif. Donc moi, je pense que 12 mois, c'est un bon compromis, ou sinon 24 mois. Donc là, vous voyez qu'on est du coup à 3 € par mois. Et là, vous pouvez entrer un code promotionnel supplémentaire en mettant Easy WordPress. Je fais appliquer. Et j'ai une remise supplémentaire. Donc en fait, là, on se retrouve quasiment au même prix que pour l'engagement de 48 mois, mais juste avec un engagement de 12 mois grâce au code. Je vais faire continuer. Ici, je vous laisserai créer un compte. Une fois que votre compte est créé, il va vous demander des informations de facturation. Donc, je vous laisserai remplir les différentes informations. Ici, on a le récapitulatif. Là, vous avez juste à cliquer sur continuer. Ensuite, vous pourrez entrer vos informations de paiement et faire valider le paiement. Une fois que vous avez validé le paiement, normalement, vous allez vous retrouver sur une page qui ressemble à ça, sauf qu'on vous demandera pour qui vous voulez créer le site web. Donc, vous pouvez cliquer en bas sur passer, vous n'avez pas forcément besoin de répondre. Et en dessous, on vous demandera quel type de site vous voulez créer et vous pourrez choisir l'outil WordPress. Donc, vous cliquez sur WordPress et vous vous retrouverez sur cette page où là, on va pouvoir choisir nos identifiants de connexion. Si jamais la configuration a changé, que ça ne se passe pas comme ça, que vous êtes un peu perdu dans les questions qu'ils vous posent, ici, vous pouvez prendre l'URL. Et là, vous venez sélectionner, vous supprimez, vous laissez juste hpanel.hostinger.com et vous faites Entrer. En fait, ça vous redirigera vers votre compte client.
vous pourrez aller dans site web, liste des sites. Ensuite, vous pourrez cliquer sur ajouter un site web, WordPress. Et ici, vous reviendrez sur le même affichage que moi. Donc ici, on vous demande l'adresse d'admin WordPress, de définir un mot de passe. Donc je vous laisserai mettre un mot de passe fort. Ensuite, on clique sur suivant. Et là, on nous demande si je veux créer un site web avec l'IA ou des sites prédéfinis. Nous, on va créer un site vierge. Le but, ça va être de vous apprendre comment fonctionne WordPress afin que vous soyez 100% indépendant et ne pas être dépendant justement d'un thème ou d'une intelligence artificielle, puisque sur le papier, ça paraît bien de faire ça. On a l'impression qu'on va avoir directement un très beau site, mais en réalité, dès que vous allez vouloir faire des petites modifications, vous ne saurez pas où tel réglage a été fait et sur le long terme, vous allez perdre du temps et vous ne serez pas vraiment libre dans la création de votre site. Donc c'est pour ça que là, on va cliquer sur créer un site vierge. Ici, on nous demande le nom de domaine, donc l'URL de notre site. Donc vous aurez un nom de domaine gratuit. Donc là, par exemple, si, je ne sais pas moi, je veux un site sur le jardinage, je vais marquer jardinage avec enzo.fr. Moi, là, il me dit que je dois le payer parce que je n'ai pas pris un nouvel hébergement, mais vous aurez un nom de domaine gratuit. Pour choisir votre nom de domaine, essayez de prendre quelque chose d'assez court, 1 ou 2 mots. Évitez les tirets entre les mots pour éviter les fautes de frappe lorsqu'un utilisateur tape votre URL et essayez que ça soit le plus simple et mémorisable possible. Donc ici, je vous laisserai sélectionner le nom de domaine qui vous intéresse. Moi, je vais faire utiliser un nom de domaine temporaire. Et voilà, on a WordPress qui s'installe. Pendant que WordPress s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress. C'est un document privé actualisé en temps réel où je mets mes dernières recommandations de plugins, puisque les recommandations que je vais vous faire dans cette vidéo, peut-être que dans 6 mois, 1 an, elles seront plus valables. Donc là, je vous conseille vraiment de rejoindre la boîte à outils. Vous allez découvrir des nouveaux plugins. Vous pouvez l'obtenir gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Voilà, on a WordPress qui est installé. On va être redirigé vers le tableau de bord. Donc là, on arrive dans le tableau de bord WordPress. Je vais vous présenter rapidement les différents onglets pour que vous puissiez comprendre. Donc là, déjà, on a l'onglet Hostinger. Là, on ne va pas forcément l'utiliser. On va même venir le désactiver. On verra juste après comment faire. Ici, on a tableau de bord. Donc, on a l'accueil de WordPress. Je vais cliquer dessus. En fait, à chaque fois que vous allez arriver sur votre site, vous arriverez sur cette page avec différentes informations. Bon, là, c'est un peu fouillis. Il y a plein d'informations et c'est des informations qui ne sont pas très pertinentes. Mais sachez que là, hop, on peut désactiver. Et dans Options de l'écran, on peut venir également désactiver certains widgets, mais cette page, de toute façon, on ne va pas s'y intéresser. Ensuite, ici, on a l'onglet Mise à jour. Là, eh bien, vous allez pouvoir mettre à jour WordPress, vos thèmes et vos extensions. Si vous ne savez pas encore ce que c'est un thème et des extensions, je vous l'expliquerai juste après. Mais ici, retenez que vous allez pouvoir gérer toutes vos mises à jour. Ensuite, dans articles, c'est si vous voulez une section blog sur votre site. Ensuite, on a médias. Donc là, c'est tout ce que vous allez importer, des images, des PDF, n'importe quel fichier que vous allez importer pour pouvoir le mettre à disposition à vos visiteurs. Ensuite, on a les pages. Donc là, ça sera les différentes sections de votre site. La page d'accueil, la page nos services, la page contact, la page à propos, la page mention légale. Voilà, toutes les différentes sections de notre site. Ensuite, commentaires, ça concerne uniquement la section blog. En fait, si vous créez un blog avec des articles, les personnes auront la possibilité de laisser des commentaires. Ensuite, apparence, bon, bah, comme son nom l'indique, ça va être tout ce qui concerne l'apparence du site. Et on va installer ce qu'on appelle un thème qui va gérer l'apparence globale du site. Ensuite, extensions, c'est comme des applications que vous allez installer et qui vont rajouter des fonctionnalités à votre site. Ça, c'est vraiment la puissance de WordPress, c'est qu'il y a des dizaines de milliers d'extensions gratuites pour pouvoir ajouter toutes sortes de fonctionnalités. Ça peut être des fonctionnalités très simples comme un formulaire de contact ou bien des fonctionnalités plus complexes comme la mise en place d'un site e-commerce avec toutes les options pour ajouter des produits, encaisser des paiements, gérer les livraisons. Et donc avec les extensions, vous allez vraiment pouvoir ajouter ce que vous voulez à votre site sans avoir besoin de coder. Ensuite, on a tous les comptes WordPress, donc vous aurez vos comptes administrateurs, vos comptes clients, outils et réglages. Là, c'est des trucs plus avancés. On verra au fil de la vidéo. Mais on n'ira pas dans tous les onglets parce que la plupart d'entre eux ne sont pas utiles. Et Lightspeed Cache, ça a été installé par défaut par Hostinger. Donc c'est une extension, ce qu'on appelle une extension de cache. Retenez que ça permet d'accélérer la vitesse de votre site. Et en fait, cette extension, elle est installée par défaut parce que c'est celle qui est compatible avec le serveur d'Hostinger. Donc si un jour vous entendez parler d'extension de cache, n'installez pas d'autres extensions que celle-ci sur votre site si vous êtes hébergé chez Hostinger, puisque c'est celle-ci qui est compatible avec votre serveur. Donc ça, c'est la première extension qui est installée par défaut par Hostinger. Et la deuxième, c'est l'extension Hostinger, qui nous donne plusieurs fonctionnalités ici, mais qui ne sont pas très utiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Extension, Extension installée. Et ici, vous voyez qu'on va enlever les extensions par défaut d'Hostinger.
Gardez en tête que le but avec les extensions, c'est d'en avoir le moins possible pour avoir un site minimaliste, avoir un site le plus rapide possible et avec le moins de bugs probables, puisque en fait, à chaque fois que vous installez une extension, ça va rajouter des couches de code pour ajouter les fonctionnalités. Et du coup, soit ça peut créer des petits ralentissements, soit des conflits entre les extensions. Donc, il n'y a pas un chiffre absolu à respecter, un chiffre maximum d'extensions. Il y a certains sites qui fonctionnent très bien avec plus de 40 extensions, par exemple le mien. Mais gardez en tête qu'il faut en avoir le moins possible et garder uniquement ceux qui sont essentiels. Donc là, les outils Hostinger, ils ne sont pas utiles pour nous. Donc on va venir les désactiver, faire appliquer. Et ici, on va venir recocher et faire supprimer. Là, je fais OK. Hop, lui, il ne s'est pas supprimé, donc je vais recliquer dessus. Voilà. Et ici, on est donc dans l'interface administrateur de WordPress. C'est ce qu'on appelle le back-end. Donc, c'est tout ce qui concerne l'administration de votre site. Et il y a également le côté visiteur, la vitrine de votre site. C'est ce qu'on appelle le front-end. Donc, ça, vous n'avez pas forcément besoin de retenir ce jargon, mais peut-être que vous l'entendrez dans d'autres vidéos. Et donc, si vous voulez voir votre site, à quoi il ressemble côté visiteur, vous cliquez en haut ici et vous faites aller sur le site. Donc là, on a vraiment un site très basique avec le titre. Donc là, ça reprend le nom de votre domaine. Ici, on a la page blog qui est la page par défaut sur WordPress. Et en bas, un petit pied de page avec différents liens. Et donc ça, en fait, ça a été généré par le thème par défaut qui est installé sur WordPress. Mais c'est un thème avec très peu d'options, qui est un peu complexe à utiliser. Donc nous, on va en installer un autre dans lequel on aura beaucoup plus de liberté dans la création de nos designs. Donc on va retourner sur le tableau de bord. Je viens ici, je fais tableau de bord. Je vais dans Apparence, thème. Et ici, je fais Ajouter un thème. Là, on se retrouve sur la bibliothèque de thèmes de WordPress et on en a plein qui sont gratuits. Mais il faut faire attention ici, il ne faut pas se fier au visuel parce que en fait, le contenu de vos pages, il ne va pas dépendre de votre thème. Votre thème, il va juste gérer l'apparence globale du site, notamment l'en-tête, donc c'est-à-dire là où il y a votre logo, votre menu, et le pied de page, donc tout en bas de la page, et certaines pages qui sont générées par le thème, par exemple la page blog et d'autres modèles de pages. Donc moi, le thème que je vous conseille, c'est l'un des thèmes les plus populaires, c'est celui-ci, Océan WP. Selon moi, c'est le meilleur thème gratuit sur WordPress parce qu'il a vraiment plein d'options de personnalisation. On n'a aucune limite. C'est vraiment le thème gratuit le plus complet. Donc ici, je vais faire installer, puis activer. Ici, vous voyez qu'on me recommande d'installer l'extension Océan Extra. Donc, c'est une extension qui est complémentaire au thème et qui va venir rajouter des options supplémentaires. Donc, je vous conseille de cliquer ici sur Installer et activer. Ici, on a toujours un petit bug, c'est que installation et activation, ça reste tout le temps grisé, ça ne s'actualise pas. Donc, attendez quelques dizaines de secondes et une fois que vous avez un peu attendu, vous pouvez rafraîchir la page. Et une fois que vous avez rafraîchi la page, vous aurez un nouvel onglet ici, Océan WP, où on aura différentes options pour notre thème. Et maintenant qu'on a activé Océan WP, vous voyez que là, on a des nouveaux onglets, notamment personnalisés, où on va retrouver toutes les options du thème, et menu, où on viendra créer notre menu. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller ici dans Personnaliser pour voir les réglages globaux du thème, notamment définir la charte graphique. Donc là, on arrive dans les réglages d'Océan WP. Ces réglages ici, ils sont vraiment propres à votre thème. Donc si vous avez un autre thème WordPress, vous aurez d'autres réglages ici et vous en aurez probablement moins parce que, comme je l'ai dit, Océan WP, c'est vraiment le thème gratuit le plus complet. Ici, on a encore quelques éléments qui sont pas vraiment bien traduits en français parce qu'il y a eu une récente mise à jour. Mais en réalité, c'est assez simple à comprendre parce que c'est regroupé par section. Ici, on a typographie, donc c'est toutes les polices de notre site. Ici, toutes les couleurs de notre site. Donc avec ces deux éléments, on va définir notre charte graphique. Ensuite, Site Style and Setting, c'est les réglages globaux de notre site. Ici, les réglages qui concernent les pages. Ici, on a barre supérieure et en-tête. Donc en-tête, c'est votre logo, votre menu. Et la barre supérieure, c'est une petite barre qu'il y a au-dessus, où là, on voit qu'il y a du texte. Et on va pouvoir ajouter des informations supplémentaires ou bien la désactiver. Ensuite, on a tout ce qui concerne le blog. La colonne latérale, c'est la colonne qu'il y a ici. On va pouvoir la designer comme on le souhaite. Ensuite, le pied de page, donc c'est ce qu'il y a tout en bas. Et ensuite, des réglages un peu plus globaux également, qui ne sont pas forcément très intéressants ici, qu'on peut laisser par défaut. Donc vous voyez que même s'il y a beaucoup d'onglets, en réalité, c'est assez simple à comprendre, puisque c'est regroupé par section du site. Et c'est assez logique. Et on va donc commencer par les réglages globaux. On va commencer par la charte graphique. Donc on va aller dans typographie. Et ici, vous pouvez définir vos polices déjà pour le corps de page, donc pour tout le texte, et ensuite pour vos titres. Donc soit la même police pour tous les titres, soit des polices différentes.
De manière générale, choisissez pas plus de 2 polices, sinon ça fait un peu trop et choisissez des polices qui sont bien lisibles. Par exemple, ici, moi, je peux mettre Poppins. Je vais sélectionner et vous voyez que du coup, j'ai, des changements de police. Je peux également définir la taille de police pour le corps de page. On va mettre par exemple 16 pixels pour que ça soit bien lisible. Je vais fermer et ensuite pour mes titres, pareil, là vous voyez que ça m'a déjà changé un peu la police, mais je pourrais mettre une police différente. Par exemple, si je mets comics sans MS, vous voyez que là, ça me change les polices de titres. Mais moi, je vais rester sur Poppins également pour les titres. Et pour vos titres 1, 2, 3, et cetera, vous pouvez venir changer la taille. Vous pouvez également, mettre des transformations de texte, donc soit tout en majuscule, soit capitalisé. Donc chaque mot aura une majuscule ou tout en minuscule. La hauteur de ligne, donc c'est l'écart entre les différentes lignes, l'écart entre les différentes lettres et ici on peut ajouter, une barre en haut, souligner, bon là c'est pas très utile, texte barré et texte encadré. Donc voilà pour les options de texte, vous voyez que c'est assez basique mais on n'a pas besoin de plus. Ensuite, on va aller dans couleurs. Et là, vous voyez que par défaut, tout ce qui est généré par le thème, donc les boutons, ils seront en bleu. Et pareil, les liens, quand je les survole, c'est en bleu aussi. Mais votre charte graphique, peut-être que c'est pas le bleu. Donc ici, on va pouvoir venir la modifier et mettre la charte graphique qu'on veut. Donc là, par exemple, si je mets en orange, vous voyez que du coup, ça change ma couleur de bouton. Et ici, on a à côté la couleur au survol. Donc souvent, on prend la même couleur et on vient la rendre un peu plus foncée pour que quand on survole, vous voyez que ça fasse un effet comme ceci. Et là, pareil, mon lien, quand je le survole, ça a changé la couleur. Donc ça va vraiment être la couleur principale de votre site. Et ensuite, ici, vous pouvez venir changer les couleurs pour les différents éléments, les différents titres. Mais généralement, moi, je conseille de laisser un fond blanc avec une police noire. C'est classique, mais ça évite de faire des faux pas en termes de web design. À part si vous savez vraiment ce que vous faites, évitez de réinventer la roue et rester sur quelque chose de classique. Et ici, on a la couleur des liens. Là, c'est la couleur basique. Donc là, vous voyez que, enfin, sans qu'on survole. Donc là, vous voyez que c'est en noir. Et quand on survole, là, c'était marqué en bleu parce que c'était la couleur par défaut. Mais vous voyez que là, je suis en orange. En fait, c'est parce que tant que je ne touche pas ce réglage, ça va reprendre ma couleur principale ici. Cette couleur principale, elle va vraiment s'appliquer partout. Et si je veux la changer à un endroit spécifique, eh bien là, il va falloir modifier le réglage. Donc là, moi, si je veux que mon lien, quand je survole, il soit en rouge, bon, il n'y aurait pas trop de sens. Mais je pourrais venir sélectionner rouge ici et ça appliquerait la couleur que j'aurais sélectionnée. Et ça va être pareil pour tous les réglages qu'on verra plus tard. Il y aura d'autres endroits où vous pourrez choisir des couleurs. Gardez en tête que, en fait, si vous ne touchez pas, bah, ça va reprendre la couleur principale pour l'élément. Et si vous voulez le modifier de manière spécifique, ça sera pour le réglage en question. Mais dans la plupart des cas, je conseille de ne pas toucher et de laisser la même couleur que la couleur principale. Encore une fois, dans le but d'avoir une cohérence, de ne pas avoir trop de polices différentes et trop de couleurs différentes sur votre site. On va faire retour et maintenant qu'on a défini la charte graphique, on va venir dans page et page spéciale. Ici, on va dérouler page layout. Et en fait, vous voyez que par défaut, on a une colonne latérale à droite. Donc, on a ici les différents éléments. Mais ça, il y a différentes études qui montrent que ça distrait les utilisateurs. En plus, esthétiquement, c'est pas terrible d'avoir du contenu ici plus une colonne latérale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette colonne latérale et on va passer ici en pleine largeur. Là, ça ne s'est pas appliqué sur cette page, c'est normal. C'est parce que là, on est sur la page blog. Vous voyez, article récent avec ici un article de blog. Alors que là, le réglage qu'on a fait, il s'applique aux autres pages. Donc la page accueil, la page contact, la page nos services, des pages qu'on va créer par la suite. Mais pour le blog en lui-même, ça va s'appliquer dans la section dédiée ici dans blog. Hop, dans blog archive, c'est la page où on est actuellement. Archive layout, ici, je peux passer également en pleine largeur. Et ça m'a enlevé ma colonne latérale. Voilà, je vais faire retour. Donc pour l'instant, on ne va pas voir les autres réglages, on les verra dans la suite de la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos premières pages et créer notre menu. Donc là, je clique sur publier pour enregistrer mes modifications et je vais cliquer sur la petite croix ici. Je retourne dans le tableau de bord WordPress et maintenant, on va aller dans page, ajouter une page. Ici, on nous présente l'éditeur de bloc, donc c'est l'outil par défaut pour créer des designs sur WordPress, mais vous allez voir qu'il n'est pas très intuitif, donc nous on va en utiliser un autre en passant par une extension, on verra ça juste après. Donc là je clique sur la petite croix, et ici je vous invite à créer les différentes pages qui vont être sur votre site, donc les différentes sections. Généralement on aura donc la page accueil, là je vais cliquer sur publier. Là, le but pour l'instant, c'est juste de créer les différentes pages, les différentes sections. On ne va pas tout de suite créer le contenu. Ici, je vais donc rajouter une nouvelle page. Je clique sur ajouter une page.
Là, ça va être la page, par exemple, nos services. Hop, je fais publier. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle page, une page contact. Hop, je fais publier. Et une page, par exemple, mention légale. Donc là, pour l'instant, vous pouvez créer les mêmes pages que moi. C'est des pages assez basiques. Vous pouvez créer également des pages spécifiques selon vos besoins ou vous pourrez revenir un peu plus tard les créer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite croix. Ici, on va cliquer sur les 3 petits points options. On va enlever le mode plein écran. Comme ça, on a de nouveau les onglets ici et on peut naviguer dans WordPress. Donc maintenant qu'on a créé nos différentes pages, ici, si je vais dans toutes les pages, vous voyez qu'elles se retrouvent ici. Donc on a accueil, contact, mention légale, nos services. Ici, on a politique de confidentialité qui avait été créée par défaut en brouillon, mais là, on va le mettre à la corbeille. Et voilà pour nos différentes pages. Maintenant, le but, ça va être de les afficher dans un menu pour que les visiteurs puissent naviguer sur ces différentes pages. Donc on va dans Apparence, Menu. Ici, on va donner un nom, par exemple menu principal. Et on va afficher l'emplacement sur principal. Il y a différents emplacements prévus par le thème, mais principal, c'est le menu qui va s'afficher en haut. Donc c'est le menu principal, comme son nom l'indique, qui va permettre de naviguer sur vos différentes sections. Donc je fais créer le menu ici. Une fois qu'il est créé, on va pouvoir ajouter les différentes pages qu'on a ici. Donc là, vous voyez que j'ai les plus récentes. Donc là, elles s'affichent toutes. Mais si vous avez beaucoup de pages, peut-être que vous ne les trouverez pas ici. Et donc, il faut bien faire ici tout voir pour voir toutes les pages que vous avez sur votre site. Donc là, hop, je vais revenir sur les plus récentes. Je vais ajouter nos services et contacts dans le menu principal. Bon là, ça va être du coup un petit menu. Accueil, je ne le mets pas et c'est volontaire. Il n'y a pas de nécessité de mettre la page d'accueil dans votre menu puisque si on veut revenir sur l'accueil, eh bien, on a juste à cliquer sur le logo. Et surtout, la page d'accueil, c'est une page d'atterrissage. Donc, c'est là où vont atterrir certains visiteurs comme première page, mais ce n'est pas une page de destination. Le but de la page d'accueil, c'est de renvoyer vers les autres sections de votre site. Une fois que la personne est sur la page Nos services, normalement, elle n'a pas d'intérêt à revenir sur la page accueil. Si elle est sur la page Nos services, par exemple, la prochaine étape, ça serait la page Contact pour obtenir un devis, par exemple. Donc c'est pour ça que la page accueil, je déconseille de l'afficher dans le menu. Déjà, si on veut y retourner, on a juste à cliquer sur le logo. Et surtout, si le site est bien construit, normalement, on n'a pas de raison de retourner sur la page d'accueil une fois qu'on est sur une autre page du site. Donc là, on pourrait avoir également une page à propos et d'autres pages secondaires. Très important dans l'ordre, c'est de mettre la page Contact tout à la fin, parce que c'est comme ça qu'on est habitué. Donc ça sera plus simple. Donc là, on a ajouté des pages, mais vous voyez que vous pouvez ajouter également des articles. Bon là, je ne conseille pas forcément. On peut ajouter également des liens personnalisés. Donc là, si vous voulez mettre des liens externes, par exemple vers vos réseaux sociaux ou vers n'importe quel site, et bien là, vous avez juste à mettre l'URL du site et le texte du lien. Donc là, moi, je vais mettre une fausse URL, facebook.com. Je vais marquer Facebook, juste pour vous montrer une option. Là, en fait, quand vous ajoutez un lien personnalisé, si c'est un lien externe à votre site, ça va être important de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, on n'a pas l'option qui s'affiche. Il faut que je remonte en haut, que j'aille dans Options de l'écran et ici, que je fasse cible du lien. Donc on va le cocher. J'enlève ici, hop. Et du coup, j'ai une nouvelle option ici, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça, c'est très important dès que vous mettez des liens externes, que ce soit dans votre menu ou dans votre contenu. À chaque fois, activez l'option pour l'ouvrir dans un nouvel onglet afin que le visiteur ne quitte pas votre site. Et le lien personnalisé, ça peut être également utile pour créer un titre qui sera non cliquable, qui va juste être un titre de menu déroulant. Donc là, pareil, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Dans le lien, on met juste un hashtag, un dièse. Hop, voilà, je vais y arriver. Et texte du lien, bon là, moi, je marquais juste menu déroulant. Et je fais ajouter. Et maintenant, ça, en fait, ça sera le titre du menu déroulant. Et si on veut des éléments qui s'affichent en dessous, eh bien, je peux ajouter n'importe quoi, des pages, des articles ou des liens personnalisés. Donc là, je vais mettre un lien vers mon site et je mets Easy WordPress. Je fais ajouter au menu. Et si je veux du coup que ça soit un menu déroulant, je viens le décaler d'un cran comme ceci. Et vous voyez que c'est marqué sous éléments. Et donc en fait, maintenant, ces deux éléments-là sont liés et je peux venir rajouter autant d'éléments que je veux dans mon menu. Donc là, je vais faire enregistrer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que ça soit plus clair. Là, hop, je vais sur le site. Et ici, vous voyez que du coup, un autre menu avec nos services, contact, Facebook. Et là, le titre du menu déroulant qui n'est pas cliquable parce que j'ai mis juste un hashtag. Et en dessous, mon élément de menu déroulant
sur lesquels je vais pouvoir cliquer. Si jamais vous avez créé votre menu comme moi, mais qui ne s'affiche pas ici, eh bien, venez ici et faites tout purger. En fait, là, ça va vider le cache. Donc, en fait, c'est ce qui est lié avec ce plugin, Lightspeed Cache. On avait vu que ça permet d'accélérer la vitesse de notre site. Et pour faire cela, ça va enregistrer le code du site dans le navigateur. Et donc, des fois, vous allez faire des modifications. Elles ne vont pas être prises en compte parce que le code du site n'aura pas été actualisé. Donc, dès que vous rencontrez un problème, le premier réflexe à avoir, c'est de venir ici et de faire tout purger afin d'actualiser le code de votre site. Et dans 90% des cas, ça résout le problème. Et maintenant qu'on a créé notre menu, eh bien, on va venir modifier l'entête afin, par exemple, de mettre ici un logo. Et pour cela, soit je peux faire comme tout à l'heure et faire dans l'onglet apparence personnalisée, soit quand je suis sur mon site, j'ai un raccourci en haut, je peux cliquer sur personnaliser et ça va me ramener au même endroit. Donc là, je suis de retour dans les options dossier en WP. On va cette fois s'intéresser à l'onglet en-tête. Ici, on va aller dans Général, Header Type. Et ici, vous avez différents modèles, donc différentes apparences que je vous laisserai tester. Moi, par expérience, je vous conseille de laisser celui par défaut. Il est très bien. C'est classique, mais c'est ce qui fonctionne bien. Donc, un logo à gauche et votre menu à droite. Mais on a plein d'autres dispositions si vous souhaitez faire des tests et voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, si je descends un petit peu, je vais pouvoir modifier la hauteur de l'entête. Mais ne venez pas trop augmenter la hauteur parce que le but, c'est qu'il prenne le moins de place possible. Le but, c'est que ça soit assez fin pour qu'on ait vraiment de la place pour le reste du contenu de la page. Et si je descends, je peux aller dans couleur. Et ici, je vais pouvoir changer la couleur d'arrière-plan de mon en-tête et la couleur d'arrière-plan de la bordure. Donc là, on ne la voit pas, mais si je la mets en rouge, en fait, on a une petite bordure par défaut qui est ajoutée en bas de l'en-tête pour faire une petite séparation. Mais elle n'est pas forcément très utile. Donc moi, généralement, hop, je fais retour. Et ici, border bottom, je viens la désactiver. Donc là, ici, vous pouvez modifier la couleur. Ça va dépendre en fait de la couleur de votre logo. Si vous importez un logo avec une couleur d'arrière-plan bleu, par exemple, eh bien, ça va faire tâche s'il y a juste une grosse image bleue ici, mais que l'en-tête est blanc. Donc généralement, on met la même couleur d'arrière-plan. Par exemple, si je vous montre sur mon site, l'arrière-plan est légèrement beige pour le logo, donc tout l'en-tête est légèrement beige également. Donc là, pour importer le logo, hop, je remonte, je fais retour. Et ici, dans logo, je vais pouvoir venir le sélectionner. Si vous n'avez pas encore de logo, vous pouvez aller sur un site comme Canva. Vous allez avoir plein de modèles de logos que vous pourrez facilement importer. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce logo, par exemple, et je vais venir, par contre, le mettre comme ceci en forme de rectangle. C'est ce que je vous conseille de faire pour éviter que le logo prenne trop de place. Ça, je vais venir le réduire un peu. Et ici, je vais le télécharger, si je peux, en JPEG. Voilà. Ici, du coup, je viens sélectionner mon logo. Ici, je clique sur sélectionner. Là, je vais venir le recadrer. Donc là, pareil, je vous conseille de laisser une forme rectangulaire, pas une forme carrée, pour éviter qu'il y ait trop de hauteur dans l'entête. Et je fais recadrer l'image. Ici, mon logo est beaucoup trop gros, donc je descends un petit peu. Et dans largeur maximale, vous voyez que je vais pouvoir venir jouer avec, comme ceci, jusqu'à ce que ça soit assez lisible, mais pas trop gros non plus. Bon là, dans mon cas précis, c'est le premier logo que j'ai pris au hasard, mais vous voyez que la police ici est pas très lisible, donc ça serait un axe d'amélioration. Et là, on se retrouve dans le cas que je vous ai dit précédemment, on se retrouve avec un logo qui a une couleur d'arrière-plan. Donc là, on a un gros pavé noir au milieu d'un en-tête blanc, c'est pas terrible du tout. Donc on va retourner dans Général, dans Couleur, et je vais mettre la même couleur ici. Donc là, il faut que je reprenne le noir. Donc dans Canva, je peux cliquer, ici cliquer sur la couleur, hop, et là on voit que c'est un noir classique, donc c'est que des zéros. Hop, je peux coller le code couleur ici, voilà. Et du coup, mon logo est beaucoup mieux intégré à l'entête. Maintenant, ce qu'il va falloir changer, c'est la couleur ici des liens. Donc je fais retour, je fais encore retour, et pour changer justement la couleur des liens ici, il va falloir que j'aille dans menu. Là, j'ai quelques options, par exemple pour venir changer la disposition, mettre des effets quand on vient survoler les liens. Là, je ne vais pas détailler toutes les options du thème pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais je vous laisserai explorer si ça vous intéresse. Là, on va juste voir les options principales. Ici, du coup, dans lien, je vais passer en blanc, où je pourrais reprendre le orange qui est ici. Si je veux reprendre exactement la couleur, je peux faire clic droit, inspecter. Là, hop, je vais fermer. Ici, je prends la petite icône de flèche. Je viens survoler. Et en fait, ici, je vais venir
scroller un petit peu jusqu'à avoir une couleur. Voilà, comme ceci, un petit carré de couleur. Je clique dessus, je prends la pipette et là, je peux venir récupérer n'importe quel code couleur. Par exemple, le orange que j'ai déjà mis pour mes boutons tout à l'heure. Ici, je peux venir copier le code couleur. Hop, je referme et venir le coller ici. Et donc là, voilà, j'ai ma couleur des liens comme ça. Bon, tout compte fait, c'est pas terrible, donc je vais hop, reprendre la couleur. Et soit je mets, ouais, je pense que je vais laisser en blanc ou j'aurais pu mettre en jaune. Et par contre, au survol ici, je vais reprendre mon orange. Comme ça, quand je survole, voilà. Ici, vous voyez que ça m'a modifié également les couleurs, mais je pense que c'est juste un petit bug d'affichage, parce que normalement, c'est juste le lien du menu. Donc si je retourne sur mon site, voilà, vous voyez qu'on a bien juste le menu qui a été modifié. C'était juste ici un petit bug d'affichage pour la couleur. Et ici, on a la barre de recherche Header Search. On va venir ici la désactiver parce que quand vous n'avez pas beaucoup de pages, ça ne sert à rien d'avoir un formulaire de recherche ici. Donc là, on a notre en-tête de base. On a également, hop, si je refais retour, la barre supérieure. Donc là, comme je vous l'ai dit, dans contenu, vous allez pouvoir ajouter du contenu qui vous paraît important, par exemple un moyen de contact. Donc là, je vais dire, par exemple, obtenez un devis gratuitement à contact@easywordpress.fr. Et ici, si je veux venir centrer le contenu, hop, dans général, ici, je vais mettre en centré. Là, vous voyez que j'ai un petit peu d'espace en bas, c'est parce que par défaut, il m'active le menu social pour venir rajouter des icônes de réseaux sociaux. Donc là, encore une fois, si je mets un lien au hasard, en dessous, vous voyez qu'il m'ajoute un icône. Donc là, je peux ajouter n'importe quelle icône de réseau social. Mais moi, ça, j'ai tendance à le désactiver et à juste laisser une information importante. Je fais retour. Encore une fois, retour. Et là, on a créé notre en-tête, donc je vais faire publier. Pendant qu'on est encore ici dans les réglages du thème, je vais descendre tout en bas et je vais aller dans réglages de la page d'accueil, puisque vous voyez que pour l'instant, ce qu'affiche ma page d'accueil, eh bien, c'est les derniers articles de blog, puisque par défaut, WordPress est un outil pour créer des blogs. Donc, en page d'accueil, il affiche ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une page statique, une page qu'on aura créée. Donc ici, je sélectionne page statique et dans accueil, je viens sélectionner accueil. Et donc là, par défaut, il va venir afficher la page qu'on a créée précédemment et on va du coup maintenant créer son design. Donc là, je fais publier, je clique sur la petite croix et une fois qu'on est ici, vous voyez que pareil, soit j'aurais pu retourner dans le tableau de bord, aller dans page, toutes les pages, aller dans accueil, modifier et ici venir modifier ma page. Soit quand je suis dessus côté visiteur, j'ai directement le raccourci ici modifier la page pour accéder à tous les réglages. Mais juste avant de faire ça, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on ne va pas utiliser le constructeur de page par défaut de WordPress qui n'est pas intuitif. On va en installer un autre qui est beaucoup mieux. Donc je retourne dans le tableau de bord de WordPress. Je vais dans extension, ajouter une extension. Et là, on se retrouve dans la bibliothèque d'extensions WordPress. Donc comme je vous l'avais dit, c'est des sortes d'applications qui vont venir rajouter des fonctionnalités. Et comme vous pouvez le voir, on en a plein. Là, vous pouvez les trier par populaire. Et en fait, vous verrez toutes les extensions à chaque fois, ce qu'elles rajoutent comme fonctionnalité. Nous, ce qu'on va installer, c'est la première qui est mise en avant, c'est Elementor. C'est l'extension la plus populaire pour créer des pages avec WordPress. Vous allez pouvoir vraiment créer des designs modernes, des designs professionnels, sans aucune limite et sans avoir à coder, juste avec un système de glisser-déposer. Donc on fait installer maintenant. Et avant d'installer une extension, vérifier qu'il y ait pas mal d'extensions, enfin d'installations actives pour prouver que c'est une extension populaire, qu'elle a été mise à jour récemment et que les notes indiquent que c'est une extension plutôt fiable. Parce que encore une fois, les extensions, ça va revenir rajouter des couches de code sur votre site. Et donc, certaines petites extensions qui sont pas très populaires, qui sont pas mises à jour, elles peuvent venir créer des bugs, des petits conflits. Donc, ça sera jamais rien de très catastrophique, mais ça peut vous stresser un petit peu et avoir une mauvaise expérience. Donc, faites attention avant d'installer une extension. Là, je fais activer. Et on se retrouve ici sur l'assistant de configuration Elementor. On n'a pas forcément besoin de s'y intéresser. On va cliquer sur la petite croix en haut à droite pour le quitter. Et du coup, maintenant, on va retourner sur notre page d'accueil. Donc là, je vais dans page, toutes les pages. Ici, vous voyez que accueil, on a maintenant la mention page d'accueil parce qu'on l'a défini comme telle dans les réglages précédemment. Je clique sur modifier.
Et ici, vous voyez qu'on a un nouveau bouton Edit with Elementor. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir construire nos pages. Mais juste avant, si comme moi, ici, ça s'affiche en anglais, c'est que votre traduction n'a pas été mise à jour. Normalement, c'est censé s'afficher en français. Donc, ce qu'on va faire, si ça s'affiche en anglais, c'est aller dans Tableau de bord, mise à jour. Ici, on descend un petit peu et on fait mettre à jour les traductions. Et là, vous voyez que du coup, Elementor est bien passé en français. Il y a eu un petit bug de mise à jour. On revient dans page, toutes les pages. Ici, dans accueil, je fais modifier. Et maintenant, on a bien en français, donc c'est bon. Je fais modifier avec Elementor. Et là, on arrive sur l'interface. Donc, on a beaucoup d'onglets, ça peut faire un peu peur. Mais bon, déjà, ça, c'est des indications qui ne sont pas très intéressantes. Donc, on va fermer. Là, on va faire j'ai compris. Ici, la structure, en fait, ça va reprendre tous les éléments qu'il y a sur votre page et les afficher ici. C'est utile lorsqu'on a vraiment beaucoup d'éléments. On verra juste après quand on aura ajouté des sections sur notre page. Ça sera plus visuel, vous comprendrez mieux à quoi ça sert. Donc là, pour l'instant, je vais le fermer. Et donc, on a l'interface Elementor. Donc ici, on a le contenu de notre page. À gauche, on a tous les widgets Elementor. Donc, ce qu'ils appellent les widgets, c'est les éléments qu'on va pouvoir glisser, déposer sur notre page. Par exemple, un titre, une image, une vidéo, du texte, un bouton. Donc ça, c'est vraiment les éléments basiques. Ensuite, ici, on a des éléments pro. Là, on va fermer parce que nous, on n'a pas la version pro. Et général, on a des éléments qui sont un peu plus avancés. Par exemple, ici, accordéon pour faire une sorte de FAQ. Liste d'icônes. On a vraiment plein de widgets que je vous laisserai tester. On ne va pas tous les voir dans cette vidéo, encore une fois, pour éviter que ce soit trop long. Là, dans cette vidéo, on va vraiment voir juste les bases d'Elementor. Et si vous voulez une formation plus complète sur cet outil, je vous affiche une vidéo juste au-dessus. Et là, c'est une vidéo de plus d'1 heure qui est entièrement dédiée à Elementor. Donc, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Je vous conseille de la mettre de côté afin de la regarder plus tard. Donc là, on a les widgets. Ensuite, en haut, on a l'interface d'Elementor avec ici différents réglages, notamment l'historique pour revenir en arrière sur nos modifications. Et ici, pour retourner vers WordPress, sortir d'Elementor et retourner sur notre tableau de bord. Ici, le petit plus, c'est pour venir rajouter un élément. Ici, réglage du site. Donc là, on a couleur globale, police globale. Vous pouvez venir les définir pour le faire qu'une seule fois en fait et pas avoir à le refaire à chaque fois que vous glissez un widget Elementor. C'est un peu comme on avait fait sur le thème, sauf que là, on le fait sur Elementor parce que les deux sont indépendants. Hop, je vais cliquer sur la petite croix. Ici, on a la structure, donc ça va réouvrir l'onglet qu'on avait vu précédemment. Ensuite, ici, on peut naviguer entre nos différentes pages. Ensuite, ici, on a des réglages de la page. Là, pour venir modifier sur différents appareils. Et ici, tous les boutons, on n'a pas besoin forcément de s'en préoccuper, à part celui-ci, pour venir voir la page dans un nouvel onglet sans l'interface d'Elementor. Donc voilà, ça fait beaucoup de boutons, mais on n'a pas besoin de tous s'y intéresser. Ce qui est important, c'est de venir glisser différents widgets pour créer notre page. Donc justement, pour créer la page, enfin créer le contenu, j'ai plusieurs options. Soit je peux venir prendre un widget ici et le glisser comme ceci. Et donc là, ça va créer une nouvelle section. Vous voyez que là, hop, ce qui est encadré en rose, c'est une section de notre site, c'est une section de ma page. Ils appellent ça un conteneur. À l'intérieur d'un conteneur, je peux avoir plusieurs colonnes. Donc par exemple, une image à gauche et du texte à droite. Et à l'intérieur d'une colonne, c'est là que je vais retrouver les différents widgets. Donc les différents éléments qui sont ici. Et donc par défaut, quand je glisse un élément ici, ça va juste me créer un nouveau conteneur avec une seule colonne à l'intérieur. Mais si jamais je veux créer une structure en 2 colonnes, eh bien ce que je fais, c'est que je clique sur le petit plus ici. Là, j'utilise la mise en page Flexbox. Et là, on va pouvoir choisir cette mise en forme, donc qui est la mise en forme par défaut qu'on retrouve ici. Et donc si je choisis ça, dès que je vais glisser un widget, ça va s'afficher les uns en dessous des autres. Vous voyez que c'est le cas ici, ça s'affiche en dessous. Ensuite, avec cette mise en forme, eh bien, ça va s'afficher les uns à côté des autres. Donc ça va créer des colonnes indéfiniment. Par exemple, là, si je prends un bouton, ça l'aurait affiché à côté du titre. Ça, c'est utile dans certains cas particuliers, mais c'est un peu plus avancé. Nous, ce qui va nous servir dans la plupart des cas, c'est de venir ici sélectionner 2 colonnes, ou même 4 colonnes, 3 colonnes. Vous voyez qu'on a différentes structures par défaut qui sont suggérées. Mais gardez en tête que peu importe la structure que vous choisissez ici, après, vous pouvez toujours la modifier vous-même manuellement et recréer la structure que vous souhaitez. Là, c'est juste pour gagner du temps et avoir une structure par défaut. Donc là, imaginons que moi, je veux 2 colonnes. Je sélectionne ici. Et là, j'ai mes 2 colonnes. En fait, à l'intérieur du gros conteneur principal, en rose, j'ai 2 petits conteneurs. Vous voyez qu'ils sont ici. Et donc, je vais pouvoir venir cliquer sur le petit plus. Là, glisser une image à gauche. Reprendre le petit plus. Et là, glisser par exemple un titre. Ensuite, en dessous du texte. Hop. Voilà, faut pas que ça bug.
et ensuite un bouton. Et donc là, je pourrais avoir ma section de base pour ma page d'accueil. Là, hop, je vais supprimer ça pour l'instant. Et une fois qu'on a créé notre section comme ceci, on a différents réglages. Donc on a les réglages au niveau du conteneur global et vous voyez qu'on a 3 onglets. On a l'onglet mise en page, style et avancé. Donc dans mise en page, on va pouvoir modifier la largeur. Donc là, vous voyez que la largeur, elle est limitée à 1100 pixels. Vous voyez qu'on a une bordure qui se termine ici. Mais je peux également passer en pleine largeur. Et pour que ça soit vraiment actif, là vous voyez que ça n'a pas changé grand-chose. Il faut que j'aille ici dans les réglages de la page, que je descende un petit peu et dans modèle de page, que je prenne Elementor pleine largeur. Ça va s'actualiser. Et maintenant, si je prends mon petit encadré rose ici, vous voyez qu'il prend vraiment toute la largeur de la page. Donc ça, à quoi ça sert? C'est utile dans le cas où vous voulez mettre une couleur d'arrière-plan, eh bien pour que ça prenne toute la largeur, un peu comme c'est le cas ici avec la bande grisée en dessous du titre accueil. Donc je reviens dans les réglages. Là, ici, j'étais en pleine largeur. Je pourrais revenir en encadré si je le souhaite. Je peux définir une hauteur minimale. Donc là, vous voyez encore une fois que l'encadré rose, il va bouger en fonction de la hauteur minimale que je choisis. Moi, je vais enlever la hauteur minimale. Ensuite, ici, on a la direction des éléments. Donc en fait, ça correspond aux mêmes options qu'on avait ici. Vous voyez que par défaut, là, ça s'affiche en ligne. Donc les éléments côte à côte, mais sinon je peux mettre en vertical pour avoir les éléments en dessous des autres. Et ici, on a des options d'alignement. Donc là, pour que vous voyez bien, je vais plutôt sélectionner ce conteneur. Et dans options d'alignement, si je veux que le contenu soit centré ici par rapport à l'image, donc là vous voyez qu'on a trop d'espace en bas, eh bien je vais venir justifier le contenu comme ceci. Donc là vous voyez que c'est assez visuel, on comprend un petit peu ce qui va se passer. Par exemple, espace entre, ça va mettre de l'espace entre tous les widgets. Là, de l'espace autour des widgets. Mais généralement, ce qu'on va utiliser, c'est centrer. Donc là, ça va être centré verticalement. Et ici, je peux centrer horizontalement. Vous voyez, comme ceci. Mais là, je vais les désactiver. Donc ça, c'est pour les options de mise en page. À chaque fois que vous cliquez sur un conteneur, que ce soit un conteneur global comme ça, ou un conteneur qui gère juste une colonne, vous aurez les mêmes options pour principalement venir modifier les alignements. Hop, je vais revenir sur le conteneur global. Ensuite, le deuxième onglet, c'est l'onglet style. Et donc là, l'option intéressante, c'est venir ajouter une couleur ou une image d'arrière-plan. Donc là, imaginons, tac, moi je veux ajouter le noir qui est ici dans mon en-tête. Et bien ici, je vais pouvoir sélectionner la couleur que je souhaite, par exemple le noir. Et ici, si c'est une couleur spécifique, je peux cliquer sur le petit plus pour venir l'enregistrer. Donc là, le noir, il n'y a pas forcément besoin. Mais par exemple, le orange qui est ici, vu que c'est un orange avec un code couleur spécifique, j'aurais pu venir l'enregistrer afin de pouvoir le réutiliser un peu partout par la suite. Donc c'est ce que je vais faire par exemple pour mon titre. Ensuite, les autres options, on ne va pas forcément les voir pour éviter que ce soit trop long. Et dans l'onglet avancé, eh bien, on a les marges et les marges internes. Ça va être pour gérer les espacements entre les différents éléments. Donc en fait, marge, ça va venir rajouter de l'espace autour du bloc. Donc là, vous voyez que hop, ça m'ajoute 50 pixels en haut. Alors que marge interne, là, hop, je vais délier les valeurs, ça m'ajoute de l'espace à l'intérieur du bloc. Hop, là, par exemple, 50 en haut et en bas, et ça me rajoute de l'espace à l'intérieur. Ensuite, les autres options, c'est plus avancé, c'est pas forcément utile. Donc là, ce qui va vraiment être utile dans le conteneur, c'est ici la largeur, l'alignement des éléments, le style si vous voulez mettre une couleur d'arrière-plan, et dans avancer, gérer les espacements. Donc ça, c'est au niveau du conteneur, c'est le plus haut niveau. Ensuite, au niveau de la colonne, donc là, c'est pareil vu que c'est également un conteneur. Mais ensuite, on a des réglages individuels au niveau des widgets. Et donc là, à chaque fois, pour tous les widgets, on a les mêmes colonnes, contenu, style et avancé. Contenu, ça va vraiment être spécifique à chaque widget. Là, par exemple, pour le titre, eh bien, je vais pouvoir modifier mon titre et marquer, par exemple, Easy WordPress, formation en ligne. Dans style, on va retrouver des réglages similaires entre les différents widgets. Par exemple, tous les widgets qui ont du texte, eh bien, on va retrouver les mêmes réglages de typographie. Donc là, dans typographie, je peux venir changer et mettre Poppins. Je peux venir modifier la taille au pixel près, vous voyez, comme ceci. On a plein d'options que je ne vais pas forcément détailler ici pour éviter que ça soit trop long encore une fois. Si jamais je vous raffiche ma formation dédiée à Elementor, où là je prends beaucoup plus le temps d'expliquer les différents réglages. Et on a la couleur du texte. Donc là, moi je vais reprendre le orange par exemple. Je vais cliquer sur le petit plus pour l'enregistrer. Et une fois que c'est enregistré, imaginons que là mon texte, je veux le mettre en orange aussi. Si je vais dans style, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes options que pour le titre, parce que c'est du texte également. Et là, dans couleur du texte, si je clique sur la petite planète, je peux venir mettre couleur globale et reprendre le orange. Bon là, c'est pas très lisible, donc on va le laisser en blanc. Et même celui-ci, je pense que je vais le mettre en blanc.
Ici, on a le bouton. Donc là, les réglages de contenu, on va pouvoir changer l'intitulé. Par exemple, découvrir les formations dans mon cas. Ici, il faudrait mettre un lien. Donc là, par exemple, un lien vers la page Nos services. Donc si je commence à écrire, vous voyez que ça va me suggérer ma page. Donc là, c'est ma page Nos services que je veux ajouter. Et donc, ça me met l'URL. Dans Style, cette fois, on va avoir des options un peu différentes. On a toujours les réglages de typographie qui sont similaires, mais on a des réglages supplémentaires. Donc, par exemple, la couleur d'arrière-plan, là, cette fois, je vais reprendre mon orange. Rayon de bordure, c'est si on veut faire des boutons arrondis. Donc là, par exemple, si je mets 70 pixels, vous voyez que ça crée un bouton arrondi. Et au survol, je peux également changer la couleur du bouton lorsqu'on va survoler. Et je peux mettre une animation, par exemple Grow. Là, vous voyez que ça va faire grossir le bouton quand je le survole. Donc là, il y a vraiment beaucoup de réglages et je vais assez vite. Mais en fait, vous n'avez vraiment pas besoin d'utiliser tous les réglages qui sont ici. Ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir changer le style global, donc la couleur, la police, et surtout de pouvoir structurer vos pages comme vous le souhaitez. Ensuite, pour vraiment les réglages plus avancés, là, c'est avec le temps, vous verrez comment ça fonctionne. Mais vous voyez que simplement en faisant nos différentes structures et des glissés-déposés, on peut créer notre page. Donc là, imaginons que j'ai ma première section qui est créée. Maintenant, je veux rajouter des éléments en dessous, mais cette fois, je ne veux pas que le fond soit noir. Donc, je vais venir rajouter une nouvelle structure. Donc, si je veux juste une structure basique, je peux cliquer sur le petit plus ici et venir glisser, par exemple, un titre pour créer une section par défaut. Ou bien, je peux reprendre une structure personnalisée. Moi, là, je vais glisser un titre et je vais vous montrer comment modifier la structure de conteneur une fois qu'il est déjà créé. Donc là, imaginons, j'ai mon titre et je veux présenter mes différents services. Donc là, je vais marquer « Découvrez nos services ». Je vais venir mettre le titre en Poppins et on va augmenter un petit peu la taille. Voilà, comme ceci. On va venir le centrer et la couleur, on va mettre en noir. Ensuite, dans Avancer, je vais venir rajouter de la marge en haut pour espacer un petit peu, par exemple 100 pixels. Et là maintenant, imaginons que je veux présenter mes différents services, mes 4 services. Eh bien, vous voyez ici que je peux glisser un conteneur à l'intérieur du conteneur. Donc là, vous voyez que j'ai mon conteneur global encadré en rose. Et à l'intérieur de celui-ci, j'ai mon titre. Et en dessous, j'ai un nouveau conteneur qui s'est affiché. Et là, si je vais dans mon conteneur global, vous voyez que la disposition, par défaut, en fait, ça sera vertical. Ça s'affiche les éléments les uns en dessous des autres. Sauf que moi, je veux que dans ce conteneur spécifique, ça s'affiche les uns à côté des autres pour que je puisse créer plusieurs colonnes. Donc là, je sélectionne la flèche ligne horizontale, ce qui va faire que tous les éléments que je vais glisser à l'intérieur de ce conteneur spécifique vont s'afficher les uns à côté des autres. Et donc, ce que je vais faire, vu que je veux plusieurs colonnes, j'aurai deux solutions. Soit je peux glisser, par exemple, on va prendre boîte d'images. Tac. Et là, j'ai ma première boîte d'images. Si je fais clic droit, dupliquer, hop, vous voyez qu'à chaque fois, ça s'affiche les uns à côté des autres. Et donc là, je pourrais avoir mes 4 services comme ceci. Là, c'est dans le cas où vous avez juste un seul widget à mettre. Du coup, vous les mettez juste côte à côte et la mise en forme est assez simple comme ça. Par contre, hop, donc là, je vais effacer à chaque fois. Si vous voulez commencer à glisser plusieurs widgets côte à côte, par exemple un titre, à côté une image, là, on va réduire un petit peu la largeur. Vous voyez déjà que ça commence à poser problème, ça ne s'affiche pas côte à côte. Pareil, si je glisse un bouton, voilà, ici, vous voyez que ça ne s'affiche pas correctement. C'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on fait, hop, je vais faire effacer. Là, c'est dans le cas où vous voulez avoir plusieurs widgets qui seront côte à côte. Hop, je remets le conteneur. Eh bien, vous venez glisser un conteneur, encore une fois, à l'intérieur. Là, on fait clic droit, dupliquer. Et en fait, on a, vous voyez, ce conteneur-là, où on avait défini qu'on veut un affichage horizontal. Et du coup, dès qu'on en glisse des nouveaux à l'intérieur, ça crée des nouvelles colonnes. Et donc là, je pourrais créer 4 colonnes et venir glisser à chaque fois du contenu à l'intérieur de chacune d'entre elles. Donc, par exemple, un titre, hop, et un bouton. Et là, je pourrais glisser vraiment autant de widgets que je veux et ça s'afficherait correctement en 4 colonnes. Donc là, je vais tout effacer les différents conteneurs. C'était juste pour que vous compreniez un peu la structure. Et ce que je vais faire, c'est que moi, vu que là, je veux juste glisser un widget boîte d'images, eh bien, hop, j'ai juste à le glisser et à faire dupliquer et ça va se mettre côte à côte. Et donc là, je pourrais présenter mon service numéro 1,
mettre un texte et une image de présentation. Et dans le lien ici, mettre un lien vers la page Nos services par exemple. Ensuite, dans style, hop, on va contenu, modifier la couleur du titre. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, c'est le bleu par défaut. Et donc ça, je vous rappelle que si vous voulez changer les couleurs par défaut, vous allez ici dans Réglages du site, par exemple dans Couleur globale, et ici Principal, au lieu de bleu, on pourrait passer en noir par exemple. Je fais enregistrer les modifications. Là, hop, je quitte. Et maintenant, vous voyez que par défaut, là, tous les widgets, ça a mis en noir le titre. Donc là, voilà, je vous laisserai construire votre page. Vous avez juste à chaque fois à ajouter des nouveaux conteneurs, structurer ça comme vous le souhaitez, soit en une seule colonne, soit en plusieurs colonnes. Et vous pouvez vraiment venir créer le contenu que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer ici sur Publier. Et là, le seul problème qui fait un peu défaut, c'est le titre accueil qui fait un grand bandeau comme ça qui n'est pas terrible. Nous, on veut que le titre de notre page, ça soit ce titre-là. On ne veut pas que ça soit juste accueil comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur le petit E en haut à gauche. Je fais sortir vers WordPress. Et en fait, avec l'extension qu'on avait installée précédemment, l'extension Océan Extra, qui est liée à notre thème, ici, vous voyez qu'on a des petites options si je clique sur le haut, et notamment sur titre ici, donc title en anglais. Je vais pouvoir venir désactiver le titre de la page. Et donc, ça va m'enlever le titre accueil uniquement sur cette page. Donc là, je fais enregistrer. Et maintenant, si je fais voir la page, eh bien, j'ai une belle page qui s'affiche comme ceci. Là, le truc qui me dérange un petit peu, c'est que ça soit en 100% pleine largeur. Donc, vous voyez que c'est un peu trop étiré le contenu. Donc là, je vais faire modifier avec Elementor. Ici, je sélectionne mon conteneur. Et là, dans largeur du contenu, je vais rester sur encadré. Et du coup, en fait, le contenu en lui-même sera encadré. Donc, vous voyez qu'il y a une limite de largeur pour le contenu. Mais mon conteneur, lui, est en pleine largeur. Parce que dans les réglages de la page, on avait défini ici Elementor pleine largeur. Ce qui fait que dès que je glisse un conteneur, il est automatiquement en pleine largeur. Mais le contenu à l'intérieur, lui, est resserré. Donc là, voilà, c'est une petite distinction à faire. C'est un peu compliqué à comprendre au début, mais avec la pratique, vous allez comprendre vraiment la distinction entre conteneur, le contenu qui est à l'intérieur et comment structurer vos pages. Donc maintenant, on a créé l'entête. Vous savez comment créer le contenu d'une page. Ce qui va nous manquer, c'est le pied de page, ce qui va se trouver tout en bas, qu'on va retrouver sur toutes les pages de notre site. Donc par défaut, on peut le créer directement avec notre thème, mais les options sont assez limitées. Donc on va passer par Elementor pour le créer, ça sera beaucoup plus simple. Pour cela, on va dans Extension, ajouter une extension. Ici, je tape Elementor Header et on va installer l'extension Elementor Header and Footer Builder. Donc c'est celui-ci. On fait installer maintenant, puis activer. Là, hop, on va cliquer sur la petite croix. Une fois que c'est fait, on va ici dans UAE, dans Header and Footer Builder. Et ici, on va pouvoir créer notre pied de page. Donc, je fais ajouter un nouveau. Ici, je vais le nommer pied de page. Dans le type de template, je sélectionne Footer. Et dans Afficher sur, donc Display On, on va mettre tout le site. Là, je fais publier. Je fais modifier avec Elementor. Et je vais pouvoir créer mon pied de page directement ici. Donc là, je sélectionne par exemple une structure en 4 colonnes. Je mets une couleur d'arrière-plan noire pour qu'on distingue le pied de page du reste de la page. Et je vais venir ajouter par exemple un titre ici avec contact. Donc là, on va mettre différentes informations de contact. Dans style, hop, je vais venir mettre en blanc. Là, je vais faire copier, coller. On pourrait mettre ici nous suivre pour mettre des liens vers les réseaux sociaux. Ici, lien utile. Et cette colonne, finalement, elle ne sera pas forcément utile, donc on va la supprimer. Je fais clic droit, effacer. Et là, vous voyez que du coup, c'est pas bien centré. On a un vide ici. Donc, on revient dans les réglages du conteneur principal. Dans mise en page, ici, on va faire centrer. Et on va mettre espace entre même pour que voilà, ça soit bien aligné comme ceci. Donc, dans contact, on peut mettre liste d'icônes. Et donc là, je pourrais mettre, par exemple, on va mettre une enveloppe. Et je pourrais mettre une adresse mail, donc contact
easywordpress.fr. Ensuite, en dessous, je pourrais mettre un téléphone. Donc là, hop, je vais prendre une icône de téléphone. Hop, je mets un numéro au hasard. Je pourrais ajouter mon adresse, des horaires, toute information utile. Moi, là, je vais supprimer. Dans style, on va venir centrer. Dans icône, je vais le passer en blanc. Et on va augmenter un petit peu la taille. Pareil, dans texte, je peux venir augmenter un petit peu. Hop, typographie, on va mettre à 16 pixels par exemple. Ensuite, dans nous suivre, là, vous avez un widget qui s'appelle icône de réseaux sociaux. Voilà, ici. Donc, on va venir le glisser. Et là, vous pouvez mettre des liens vers vos différents réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter un élément et mettre par exemple ici le logo d'Instagram. Vous avez juste à mettre votre lien ici. Et dans style, on va mettre couleur personnalisée. Dans couleur principale, on va mettre en blanc, enfin non, en noir plutôt. Et voilà, laisser uniquement l'icône en blanc comme ça s'intègre mieux. Et lien utile, on va venir glisser un éditeur de texte. Et là, ça serait des liens par exemple vers la page contact, vers la page mention légale, politique de confidentialité. Et ici, pour faire un lien vers vos pages, vous le sélectionnez, vous cliquez ici sur insérer, modifier un lien. Et là, vous mettez les liens de votre page. Donc là, si je tape contact, vous voyez que je peux mettre ma page contact. Je fais entrer. Ensuite, ici, dans mention légale, hop, je fais insérer un lien. Je commence à taper mention. Et j'ai ma page mention légale. Donc je fais entrer. Politique de confidentialité, on ne l'a pas encore créée. Il faudrait venir la créer et mettre le lien. Et là, vous voyez que ça m'a modifié la couleur. Et en fait, dans Elementor, si je modifie ici, ça modifie pour mon texte, mais pas pour mes liens. En fait, pour les liens, il faut venir ici afficher la barre d'outils, venir sélectionner tout le texte et la mettre la couleur que vous voulez directement ici. Donc là, hop, je mets en blanc pour que ça se voit bien. Ensuite, hop, dans le pied de page, dans Avancer, marge interne, on va ajouter un peu d'espace en haut, par exemple 30 pixels. Et là, on a un pied de page qui est tout à fait correct. Ici, on pourrait venir centrer pour que ça soit comme les icônes, voilà, comme ceci. Et voilà, on a un pied de page tout à fait classique. Là, je clique sur Publier. Et maintenant, si je fais hop, sortir vers WordPress, que je vais sur mon site, et bien si je descends tout en bas, vous voyez que j'ai mon pied de page qui a été ajouté. Et si je vais sur n'importe quelle page, par exemple la page Nos services, j'ai mon pied de page qui est présent également. Et là, j'ai juste à ajouter du contenu sur ma page. Maintenant, on va voir comment créer la page contact et notamment intégrer un formulaire de contact. Donc pour cela, je retourne dans le tableau de bord. Je vais dans extension, ajouter une extension. Et ici, on va taper formidable forme. C'est une extension très simple pour créer des formulaires. Donc je fais installer et ensuite on va cliquer sur activer. Hop, j'active l'extension. Ici, on va cliquer sur quitter l'intégration. Et on arrive dans le plugin. Donc là, on va aller dans formulaire. Et on va créer un nouveau formulaire de 0. Donc je clique en haut à droite sur ajouter. Ici, je sélectionne créer un formulaire vierge. Et là, je vais pouvoir créer mon formulaire de contact. Ici, on va cliquer sur le champ texte. Vous voyez que ça m'ajoute le champ directement. Là, on va le nommer par exemple prénom. Et on va mettre requis. Ensuite, dans ajouter des champs, on va revenir glisser un champ texte. Mais cette fois, on va le glisser à côté. Et on va marquer nom. Je vais le mettre en requis. Ensuite, ajouter des champs, on va sélectionner email. Donc je clique dessus, ça le rajoute en dessous. Vous pouvez mettre une liste déroulante si vous voulez suggérer différents sujets par exemple. Et on va mettre en dessous paragraphe. Et donc là, ça va être message. Je mets en requis également. Et dans avancer, dans texte de remplissage,
Ici, vous pouvez donner quelques indications. Par exemple, donner le plus d'infos possible. Et vous voyez que du coup, on a des petites indications qui s'affichent ici. Une fois que c'est fait, je fais enregistrer. Là, le nom du formulaire, on va mettre contact et je fais enregistrer. Ensuite, on va dans l'onglet style. Là, dans le style, on va cliquer sur les 3 petits points, on va faire modifier. Et dans principal, on va changer la couleur. Là, je vous invite à reprendre le code couleur de votre site. Donc, moi, par exemple, c'est le orange. Donc là, je reprends la couleur orange. Comme ça, mon bouton ici sera dans cette couleur-là. Et je fais mise à jour. Ensuite, dans réglages, dans actions et notifications, ici, c'est toutes les actions qui vont être déclenchées lorsque le formulaire est rempli. Donc, on a confirmation. Ici, lorsque le formulaire est rempli, par défaut, ça affiche un message de confirmation que vous pouvez modifier. Sinon, vous pouvez rediriger vers une certaine URL. C'est à vous de voir. Le mieux, souvent, c'est d'afficher un message et de dire, par exemple, qu'on répondra d'ici 48 heures maximum. Et en dessous, on a envoyé l'email. Et donc là, ça va vous envoyer un email à votre adresse admin avec le contenu du formulaire. Une fois que le formulaire est créé, pour l'intégrer sur une page, c'est très simple. On va aller ici dans Page, toutes les pages. Je fais quitter. On va sur Contact. Je vais faire modifier avec Elementor. Ici, vous pouvez ajouter par exemple un titre. Contactez-nous et obtenez une réponse en 48 heures par exemple. Là, on va augmenter un petit peu la typographie. On va centrer. En dessous, je vais rajouter un conteneur avec 2 conteneurs à l'intérieur. Donc là, hop, tac, je mets ligne horizontale et je veux créer 2 colonnes. Donc je mets un conteneur, je fais dupliquer. À droite, on pourrait mettre une boîte d'icônes. Enfin, à gauche plutôt. Et là, vous pouvez mettre vos informations de contact. Donc par exemple, email, numéro de téléphone. Donc là, si je mets un numéro de téléphone, je prends l'icône téléphone. Et je peux faire dupliquer et en dessous mettre un email par exemple. Et à droite, on va venir rajouter notre formulaire. Donc là, je tape dans la barre de recherche formulaire. Et vu qu'on a ajouté le plugin, on a un nouveau widget. Donc on va glisser formidable formulaire. Ici, je sélectionne mon formulaire contact que j'ai créé et il s'affiche juste ici. Ensuite, dans ce conteneur, on va modifier ici le contenu, on va le centrer. Et voilà, vous aurez une page contact tout à fait basique. On va revenir ici et cliquer sur publier. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques options pour personnaliser l'affichage de vos pages sur mobile. C'est vraiment une notion très importante parce qu'aujourd'hui, la plupart des visiteurs sont sur téléphone. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce qu'on appelle un affichage responsive, c'est-à-dire qui s'adapte aux différents types d'appareils. Donc, sur Elementor, c'est très simple. Vous voyez ici qu'on peut passer en mode tablette ou en mode mobile. C'est surtout le mode mobile qui va nous intéresser. Et on peut checker si ça s'affiche correctement. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais aller sur la page d'accueil plutôt, vu qu'on a un peu plus d'éléments. Voilà, comme ceci. Et donc là, on peut voir si ça s'affiche correctement. Là, on peut voir que oui. Mais imaginons que ce n'était pas le cas, je peux faire des réglages spécifiques sur mobile. Donc là, je vais cliquer sur le titre. Et si je vais dans Style, vous voyez que là, alignement, par exemple, j'ai un petit icône mobile à côté. Donc ça veut dire que le réglage que je vais mettre maintenant, il va s'appliquer uniquement sur smartphone. Pareil ici dans typographie, taille, vous voyez que je peux modifier la taille uniquement sur mobile. Donc là, imaginons que je veux que ça soit un peu plus gros sur mobile. Je passe par exemple à 32 pixels. Donc là, sur mobile, je suis à 32, mais si je repasse en PC, ça n'a pas bougé et je serai toujours sur 27. Donc quand vous êtes en réglage PC, que vous faites le réglage de votre page, par défaut, ça va mettre les mêmes réglages, peu importe l'appareil. C'est uniquement quand vous venez comme ceci modifier sur mobile ou tablette que là, vous allez pouvoir être spécifique selon le type d'appareil. Ça, c'est la première option avec Elementor. C'est tous les réglages où vous avez un petit icône comme ça. C'est que vous pouvez le régler individuellement selon l'appareil. La deuxième option, c'est de venir désactiver un certain élément sur mobile. Imaginons que cette image, en fait, sur mobile, je ne la veux pas parce qu'elle prend trop de place, elle ne s'affiche pas correctement. Donc, je vais laisser juste mon texte et mon bouton. Ce que je fais, c'est que je viens sélectionner l'image. Je vais dans Avancer. Je descends un petit peu. Je vais dans Responsive. Et ici, je peux décider de masquer selon l'appareil. Donc là, je peux masquer sur mobile. Vous
voyez que ça m'est grisé. Et si j'appuie sur la petite flèche ici pour prévisualiser, eh bien, ça m'a supprimé l'image. Par contre, sur PC, elle est toujours présente. Donc là, je vais revenir hop, sur mobile. Et ça, cette option pour venir masquer, elle est présente sur tous les widgets, sur tous les conteneurs, sur toutes les sections. Vous pouvez vraiment masquer une section entière et en recréer une autre juste en dessous. Et donc avoir une section dédiée aux mobiles et une section dédiée aux ordinateurs. Là, c'est vraiment pour des mises en forme avancées où on a une structure assez complexe. Eh bien, parfois, ça va être intéressant de faire deux sections différentes. Une qui est dédiée pour un appareil spécifique. Et une dernière option que je voudrais vous montrer, c'est si je vais par exemple prendre ce conteneur, je peux aller dans Avancer, dans Ordre, et ici je vais pouvoir personnaliser l'ordre d'affichage sur mobile. Donc par exemple, si je veux mettre l'image en dessous sur mobile, eh bien je le place à la fin comme ceci, ou bien au début. Et dans le cas où on a plusieurs éléments, on en a vraiment, on a 3-4 éléments qu'on veut réordonner et on veut un ordre vraiment spécifique, eh bien ici je peux aller dans Ordre, Personnaliser et définir un nombre. Donc là, vu qu'on n'a que 2 éléments, ça ne sera pas forcément très utile. Mais ici, par exemple, où j'ai plein de conteneurs, enfin j'en ai 4, ici, je peux sélectionner mon widget. Dans Ordre, je mets Ordre personnalisé, je le mets par exemple en 3e position. Et du coup, il se retrouve ici en 3e, enfin en dernier, parce que les autres n'ont pas encore de chiffres. Mais si lui, par exemple, dans Ordre, je le mets sur 4, du coup, il va passer en 4e, lui en 3e. Et là, je peux vraiment réorganiser individuellement l'affichage de mes éléments. Donc ça, encore une fois, c'est pas très utile. Enfin, ça va vraiment être pour des mises en forme plus avancées. Ce qui va vraiment être utile, c'est les réglages individuels par type d'appareil, notamment les tailles de police ou parfois les marges internes. Si vous ajoutez des marges sur le côté, par exemple un titre ici, imaginons que je veux le resserrer un petit peu. Du coup, je rajoute des marges internes à gauche, par exemple 300 pixels, hop, et 300 pixels à droite. Là, je vais rajouter du texte pour qu'on voit bien. Voilà, imaginons que je voulais que ça soit en 2 lignes et du coup, j'ai rajouté des marges. Là, sur PC, ça s'affiche bien, mais sur mobile, vous voyez que du coup, ça fait un décalage comme ça. Et donc là, sur mobile, il faudrait venir mettre les marges internes à 0. Sinon, ici sur PC, au lieu d'ajouter des marges pour faire un retour à la ligne, vous pouvez directement agir sur la largeur et mettre personnaliser. Et ici, hop, voilà, par exemple comme ceci, et faire centrer. Mais là, du coup, pareil sur mobile. Vous voyez que du coup, on a une largeur de 53%, même sur mobile. Du coup, sur mobile, nous, on voudrait que ça soit à 100%. Enfin là, hop, je peux sélectionner pourcentage et mettre en pourcentage plutôt. Comme ça s'adapte selon la largeur de l'appareil. Donc ça, c'est pour Elementor, pour régler le responsive. Mais on a également des réglages directement dans OCNWP, notamment pour l'entête, pour pouvoir le gérer sur mobile. Donc je vais retourner sur le tableau de bord. Je vais aller dans Apparence personnalisée. Et ici, vous voyez que c'est pareil que Elementor, on peut choisir le type d'appareil. Donc là, je peux me mettre sur mobile et on voit à quoi ressemble l'entête sur mobile. Donc là, je vais dans En-tête. Je descends un petit peu dans menu mobile. Et ici, on a différentes dispositions. Donc soit je peux avoir un menu déroulant comme ceci, soit je peux avoir un volet sur le côté, soit en plein écran. Moi, plein écran, je l'aime bien comme ceci. Il est bien visible. Ensuite, si je descends un petit peu dans Réglages généraux, là, on peut changer la disposition et passer plutôt en menu, logo, panier. Donc, avoir le menu à gauche parce que c'est comme ça qu'on est habitué. Hop, je fais retour. Si je descends un petit peu dans Mobile, menu options, ici, texte du menu qui s'affiche là, on peut le désactiver et juste laisser le menu hamburger. Et vous voyez que si je clique ici, on a un icône de recherche, mais on peut venir le désactiver juste ici, parce qu'encore une fois, quand on n'a pas beaucoup de pages, c'est pas forcément utile, donc on peut venir le désactiver. Là, j'ai mon texte du menu qui est revenu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément décocher cette case pour le désactiver complètement. Voilà. Et dans Mobile, menu styling, vous pouvez venir changer un petit peu les couleurs si vous le souhaitez. Donc ça, c'est les principaux réglages qu'on va faire avec OCNWP sur mobile. C'est principalement l'entête, puisque tout le reste quasiment sera géré avec Elementor. Mais sachez que, par exemple, si vous avez un site e-commerce, vous avez des réglages spécifiques au mobile. Et pareil, si je vais dans typographie, dans titrage H1 par exemple, vous voyez que là, j'ai des petits icônes et du coup, je peux gérer en fonction du type d'appareil la taille de police pour que mes titres s'affichent à chaque fois correctement. Donc c'est important de vérifier que tout s'affiche correctement à chaque fois quand vous créez une nouvelle page. Vérifiez depuis Elementor ou le mieux c'est depuis votre téléphone. Comme ça vous avez vraiment un affichage en direct. Des fois l'affichage qui est simulé ici, il ne reflète pas vraiment la réalité.
notamment chez OCNWP, où en fait ils ont pris un affichage avec une résolution très faible. C'est plus réaliste, ça correspond plutôt à d'anciens téléphones. Là, les nouveaux téléphones ont maintenant des résolutions beaucoup plus élevées, donc l'affichage ne sera pas exactement pareil que ce qu'on voit ici. Notamment cette phrase-là, normalement sur un téléphone récent, ça rendra un petit peu mieux l'affichage. Mis à part le responsive, il y a également le référencement qui est important d'être optimisé sur votre site afin d'avoir de la visibilité sur Google. Et pour cela, on va voir quelques règles de base. Donc, on va installer un plugin qui va nous aider à faire ça. Je retourne dans le tableau de bord de WordPress. Je vais dans Extensions, ajouter une extension. Et je tape Yoast SEO. C'est une extension qui va rajouter plein d'options pour le référencement justement. Et donc pendant que ça s'installe, je vous invite encore une fois à télécharger la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description, puisque là la vidéo commence à être assez longue, donc je vais être assez rapide sur les explications. Mais dans la boîte à outils WordPress, vous retrouverez des tutoriels dédiés à ces plugins et à d'autres plugins que je n'évoque pas dans cette vidéo. Donc si vous voulez venir compléter votre site et vraiment avoir un site professionnel avec par exemple une extension supplémentaire pour venir améliorer la sécurité, qui est également un point important, je vous conseille vraiment d'obtenir la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. Encore une fois, c'est gratuit, vous avez juste à rentrer votre email pour que je vous l'envoie et vous obtenez l'accès immédiatement. Donc là, je vais cliquer sur activer et on va venir configurer Yoast SEO. Donc je vais faire commencer la configuration initiale. Là, on va fermer, on n'a pas besoin de Yoast Premium. Ici, on va faire démarrer l'optimisation des données SEO. Ça va scanner notre site. Je fais OK, je fais continuer. Ici, vous pouvez mettre votre nom de site et le nom de l'entreprise. Généralement, ce sera pareil. On fait enregistrer et continuer. Profils sociaux, c'est pas forcément intéressant. Je fais enregistrer et continuer. Là, on va pas partager les données du site. Je fais enregistrer et c'est bon. Maintenant, on va aller ici dans Réglages. Encore une fois, vous voyez que ici, c'est pas très bien traduit. Il y a peut-être une mise à jour des traductions à faire. Donc, je clique ici, je descends et je vais faire mettre à jour les traductions. Voilà, Yoast SEO a été mis à jour. Et maintenant, bon non, c'est toujours en anglais. Donc voilà, ça a été bien traduit en français, c'est bon. Et du coup, dans Réglages, on a pas mal de fonctionnalités ici par rapport au type de contenu. On va pouvoir gérer ce qu'on appelle les métadonnées. Donc en fait, c'est le titre et la description qui s'affichent dans les résultats de recherche sur Google. Si par exemple, je tape, je sais pas moi, t-shirt homme, vous voyez qu'à chaque fois, on a un titre et une description. Et bien ça va être un critère important pour votre référencement. Et du coup, on va pouvoir les personnaliser avec Yoast SEO. Donc là, je reviens ici dans les réglages. Page d'accueil, vu que c'est une seule page, il n'y a pas de réglages globaux, ça va être des réglages spécifiques. Mais par exemple, si je vais dans article, je peux définir un titre et une métadescription par défaut. Pareil dans page. Ici, je peux définir un titre et une métadescription par défaut. Mais là, ce n'est pas forcément utile. Ça va être utile surtout si vous avez une boutique en ligne, par exemple, vous avez plein de produits et que ça va être un peu long de paramétrer individuellement à chaque fois. Du coup, vous pouvez venir modifier ici pour les produits, mettre une structure par défaut qui vous correspond. Mais nous, ce qu'on va faire là pour un site vitrine, c'est venir les modifier individuellement. Donc maintenant, je vais aller sur ma page, par exemple, d'accueil. Là, je fais modifier. Et maintenant qu'on a installé Yoast SEO, si je descends un petit peu, on a un nouvel onglet ici et on va pouvoir du coup individuellement gérer le titre SEO et la métadescription. Juste avant, ce qui est important, c'est de définir une requête cible parce que pour être bien référencé, eh bien, il faut cibler un mot-clé. Et donc, gardez en tête qu'une page doit avoir un mot-clé cible, donc c'est-à-dire un seul mot-clé sur lequel vous souhaitez être référencé pour cette page spécifique. Donc là, imaginons que moi, je veux être référencé sur formation WordPress. Je tape ici dans requête cible. Et du coup, Yoast SEO va me donner plein d'indications pour optimiser mon référencement sur cette requête, sur cette page. Pour voir les recommandations, je descends un petit peu et je vais dans Analyse SEO. Et là, il va me dire plein d'indications que je vous laisserai lire. Mais pour faire simple, il va falloir répéter la requête cible un peu partout dans votre contenu pour que Google comprenne que votre page parle de ça et donc vous mette en avant. C'est pour ça qu'il va falloir l'intégrer par exemple dans le titre ici. Donc là, je vais reprendre Formation WordPress, cliquer ici pour vous former maintenant. Et dans métadescription, il faudrait mettre quelque chose, par exemple, cliquez ici pour découvrir nos formations WordPress. Vous pouvez vous former gratuitement. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape, on a une petite barre orange qui augmente.
En fait, c'est pour avoir la longueur idéale, que ce soit pour le titre ou la métadescription. Il y a une longueur idéale de caractères à avoir. Là, vous voyez qu'on est passé du coup en orange, mais on a encore pas mal d'optimisation à faire. Par exemple, d'intégrer des liens externes dans notre contenu, d'avoir notre requête dans l'introduction de notre contenu, donc c'est-à-dire dans le début de notre page, d'avoir la requête plusieurs fois dans la page, de la retrouver également dans les titres. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le fait de le retrouver un peu partout dans votre contenu. Et vous avez également ici un score de lisibilité pour voir si votre texte est bien lisible, si vos phrases sont pas trop longues, si vous utilisez la voix active plutôt que passive dans vos phrases. Donc là, c'est un critère également qui est intéressant à analyser. Là, c'est plus d'un point de vue expérience utilisateur qu'un point de vue purement référencement. Une fois que vous avez terminé d'optimiser ici votre titre métadescription, vous pouvez faire enregistrer pour sauvegarder les modifications. Maintenant, la dernière étape, mais une étape très importante, ça va être de paramétrer la sauvegarde automatique, puisque là, vous avez déjà travaillé pas mal sur votre site et on n'est jamais à l'abri d'un bug ou d'un souci technique qui peut vous faire perdre votre site. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer une sauvegarde automatique. Comme ça, si jamais vous avez un souci un jour, vous avez juste à réimporter la sauvegarde et vous allez éviter de perdre tout votre travail. Donc, ça, c'est vraiment une étape très importante. Pareil, on va passer par une extension. Du coup, je fais ajouter une extension. Je tape ici Updraft Plus. Et c'est cette extension qu'on va installer. Donc, extension WordPress de sauvegarde et migration. Hop, je l'active. Une fois que c'est installé, on est redirigé ici. Je vais aller dans Réglages. Et ici, on va retrouver toutes nos sauvegardes. Donc là, je peux cliquer sur le bouton Sauvegarder. Je vais sauvegarder ma base de données et mes fichiers. C'est les deux éléments qui font fonctionner un site WordPress. Donc je fais sauvegarder. Là, moi, ça va être assez rapide car j'ai quasiment pas de contenu sur mon site. Voilà, la sauvegarde est terminée, je fais fermer. Et ici, je retrouve ma sauvegarde que je peux venir restaurer en cas de problème. Donc ça, c'est bien, mais là, vous voyez que je l'ai créé manuellement et on va pas forcément y penser à venir créer régulièrement des sauvegardes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser ça. Pour cela, on va dans Réglages. Et ici, vous voyez qu'on va planifier des sauvegardes de fichiers et de bases de données. Là, la fréquence, ça va dépendre de la fréquence à laquelle vous modifiez votre site. Si vous ajoutez du contenu tous les jours, qu'à chaque fois vous faites des nouvelles modifications, vous ajoutez des nouveaux plugins, eh bien, ça veut dire que tous les jours, le site est modifié et donc il faut créer une nouvelle version pour que ça soit mis à jour. Et donc là, par exemple, on va faire des sauvegardes quotidiennes. Par contre, si votre site est terminé, que vous avez 4-5 pages, que vous n'y touchez plus vraiment, il n'y a pas d'intérêt à venir sauvegarder quotidiennement, puisque dans tous les cas, il n'y a pas de modifications qui sont faites quotidiennement. Donc même si vous restaurez une sauvegarde d'il y a 2 semaines, ça sera une sauvegarde qui sera toujours bonne, puisque vous n'aurez pas fait de modification entre-temps. Et surtout, moins vous interagissez avec votre site, enfin moins vous venez ajouter des plugins, modifier des réglages, moins vous avez de chances d'avoir un bug. Du coup, ça ne sert à rien de venir enregistrer tous les jours. Et le cas extrême, ça serait un site où il y a beaucoup de trafic. Tous les jours, vous recevez des demandes de devis, il y a des comptes clients qui sont créés et du coup, vous avez beaucoup de données qui sont créées tous les jours et qu'il faut sauvegarder. Et donc là, on viendrait par exemple sauvegarder toutes les 2 heures, toutes les 4 heures. Là, ce serait vraiment pour un gros site avec beaucoup d'activités. Dans la plupart des cas, daily quand le site est en cours de construction, puis weekly lorsqu'il est finalisé, c'est largement suffisant. Donc moi, je vais prendre weekly pour les deux, donc hebdomadairement, et on va sauvegarder par exemple 3 sauvegardes. Comme ça, on aura les 3 dernières semaines qui sont sauvegardées. Ensuite, je descends un petit peu et là, on va choisir un espace de stockage distant. Moi, je vous conseille Google Drive, c'est le plus simple, c'est gratuit et c'est accessible. Là, le but, c'est que votre sauvegarde, elle soit disponible également sur un drive. Comme ça, si votre site n'est plus du tout accessible, que vous n'avez pas accès à votre tableau de bord, vous pourrez télécharger votre sauvegarde sur Google Drive, venir recréer un site WordPress de zéro sur votre hébergement, réinstaller WordPress comme on l'a fait au début sur votre nom de domaine et venir installer Updraft Plus pour restaurer la sauvegarde. Je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne, mais du coup, cochez Google Drive, descendez tout en bas et faites enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, on a cette pop-up pour se connecter à Google. Donc, je vous laisserai vous connecter, valider et ensuite, ça sera bon. Et donc, une fois que vous avez fait ça, imaginons qu'un jour vous avez un problème, vous ne pouvez même plus vous connecter au tableau de bord. Vous allez sur votre Drive, vous téléchargez les différents fichiers, vous réinstallez une version vierge de WordPress de zéro, vous installez Updraft Plus, puis vous allez ici, vous descendez un petit peu et vous faites ici téléverser des fichiers de sauvegarde et vous allez pouvoir sélectionner les fichiers que vous aurez téléchargés sur votre Google Drive. Ensuite, ils vont se retrouver ici comme une sauvegarde et vous pourrez faire restaurer.
Donc là, vous avez déjà l'esprit tranquille. Et imaginons, même avec ça, vous avez un souci. Dans tous les cas, Hostinger fait des sauvegardes hebdomadaires, voire quotidiennes, selon le plan que vous avez. Et du coup, vous avez également un plan B, c'est de passer par l'hébergeur pour restaurer la sauvegarde. Même si l'hébergeur le fait, c'est important selon moi d'avoir un plugin qui gère également les sauvegardes, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un souci avec l'hébergeur. Rappelez-vous de l'incendie chez OVH qui avait fait pas mal de bruit il y a quelques années. Ils ont perdu plein de données clients et du coup plein de sites ont été perdus. Alors que là, si vous aviez une sauvegarde distante, eh bien, vous auriez pu la restaurer, même si les serveurs d'OVH ont brûlé. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et vraiment vous professionnaliser sur WordPress, j'aimerais vous parler du programme WordPress Mastery. Je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez voir par vous-même le programme détaillé. Mais là, on va aller vraiment beaucoup plus loin dans la personnalisation de votre site. On va premièrement aller plus loin dans la partie technique où je prends beaucoup plus le temps de vous expliquer chaque réglage et on voit des notions avancées qu'on n'a pas vues dans cette vidéo. Mais surtout, on a également la partie web marketing qui est indispensable pour créer un site professionnel. Donc, on voit comment définir une bonne charte graphique, les règles de web marketing à utiliser. Ensuite, on voit comment créer le site de A à Z, les bases du référencement naturel. Donc là, on va beaucoup plus loin que juste ce qu'on a vu dans cette vidéo. La conformité légale qui est également importante. La sécurité du site, comment gérer la performance. Ça également, c'est un critère très important pour l'expérience utilisateur et le référencement. Un pack RGPD avec un modèle de mention légale, politique de confidentialité à copier-coller. Comment résoudre 90% des bugs sur WordPress en quelques clics. Donc si vous avez des bugs assez graves sur votre site, vous allez voir comment les résoudre assez facilement. Ensuite, on a des personnalisations avancées pour tout votre site. Donc traduire ou modifier n'importe quel texte. Vous verrez que des fois, vous installez un plugin et il y a des textes qui sont mal traduits. Mettre en place un formulaire d'inscription à une newsletter, changer d'hébergeur ou faire une migration, ça peut vous servir dans le futur. Enfin bref, on a plein d'astuces avancées. On utilise même l'IA pour gagner du temps dans la création du site. Et en bonus, il y a une masterclass HTML et CSS, donc je vous apprends les fondamentaux du code pour vraiment avoir plus aucune limite dans la personnalisation de votre site. Et on a d'autres bonus, la checklist WordPress, une playlist avec plein de vidéos, un accès à un groupe privé d'entraide avec plus de 400 membres. Là, c'est marqué 200, mais c'est pas actualisé. Aujourd'hui, on est environ 400. Et je réponds à toutes vos questions en vidéo. Donc vraiment, c'est un programme hyper complet dédié à WordPress. Je vous laisse cliquer sur le premier lien en description pour le découvrir plus en détail. Et j'ai pas mal de personnes qui ont témoigné en disant qu'ils se posaient la question avant de se lancer de la réelle plus-value vis-à-vis des tutos en ligne gratuits. Et ils disent qu'il y a vraiment une grosse différence entre mes formations gratuites sur YouTube et mes programmes complets où là, je vais beaucoup plus en profondeur. On a par exemple Catherine qui dit il y a plein de pépites pour lesquelles j'aurais perdu des heures pour peut-être un jour les trouver. Ou encore Mas qui dit qu'il avait suivi une autre formation qui, en théorie, est plus complète parce qu'elle est beaucoup plus longue, mais que là, il a appris plein de choses en plus. Et Sabrina qui dit « Je travaillais déjà avec WordPress, mais j'ai appris plein d'astuces et de nouvelles choses. Ravi de mon achat. » Donc vraiment, c'est un programme complet et si jamais vous avez un souci, eh bien, il y a une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours sans condition. Vous avez juste à m'envoyer un email pour que je vous rembourse intégralement. Donc vous prenez aucun risque, vous pouvez voir si la formation vous convient. Vous allez vraiment très rapidement monter en compétences sur WordPress. Là, vous voyez qu'en environ 1h, 1h30 sur cette vidéo, je pense que vous avez appris pas mal de choses. Là, le programme dure 7 fois plus longtemps. Et comme dans cette vidéo, j'essaye d'aller droit au but, à l'essentiel, pour que vous puissiez monter en compétences rapidement et ne pas tourner en rond dans les explications. Je vous remets la formation gratuite sur Elementor afin que vous puissiez vraiment créer des designs modernes et professionnels et bien comprendre comment ça fonctionne. Et vous pouvez également télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.